Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, les autorités guinéennes suspendent l'exportation de plusieurs produits agricoles pour une durée de 6 mois. Les raisons qui sous-tendent cette décision à découvrir dans cette édition. Les préparatifs de la COP 28 à Dubaï avancent convenablement. L'Inde et les Émirats arabes unis ont affirmé au cours de cette semaine leur détermination pour la réussite de cet événement sur le climat. Et puis Paris est révélé être la ville la plus mortelle en temps de canicule. Les fortes chaleurs entraînent la mort de plusieurs centaines de personnes dans la capitale française selon la revue des lances Planetary Health. C'était tout pour les titres, place au développement. En Guinée, la junte au pouvoir a suspendu pour une durée de 6 mois l'exportation de plusieurs produits agricoles. Cette décision a pour but de préserver les stocks avant les prochaines récoltes et d'assurer la sécurité alimentaire à la population de ce pays. Les précisions sur cette suspension dans ce commentaire. La junte au pouvoir en Guinée a suspendu pour une durée de 6 mois l'exportation de plusieurs produits agricoles, dont le riz, la pomme de terre et l'huile de palme, pour préserver sa souveraineté alimentaire et sa quiétude sociale. Avec les effets néfastes du changement climatique qui agissent sur l'agriculture, les récoltes ne sont plus assez abondantes pour assurer la sécurité alimentaire à la population. Cette décision de la junte est liée au souci de préserver les stocks avant les prochaines récoltes. Selon le ministère du Commerce, la suspension des exportations concerne une quinzaine d'aliments de consommation courante. La Guinée, un pays parmi les plus pauvres au monde, malgré les richesses de son sous-sol, fer, bauxite, or, exporte habituellement ses produits agricoles dans de nombreux pays ouest-africains. Moscou a refusé lundi dernier de prolonger l'accord céréalier signé avec l'Ukraine en 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie en dénonçant les entraves du commerce des engrais et des produits russes. Un accord qui permettait l'exportation des céréales de l'Ukraine par la mer Noire. Le droit à l'alimentation est menacé par le changement climatique. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a lancé l'alerte et prévient du danger que représente l'utilisation des énergies fossiles par les pays industrialisés sur les populations des pays moins avancés. Il exhorte les dirigeants du monde à agir de toute urgence pour sauver la situation. Viva Samana pour les détails. Le droit à l'alimentation des populations est en danger, et pour cause, les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles, conséquences du changement climatique, dévastent les moyens de subsistance. Alors que les températures mondiales ne cessent d'augmenter, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. Notre sujet est le droit à l'alimentation. Il est clair que ce droit est totalement menacé par le changement climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes soudaines et progressives causées par le changement climatique détruisent les récoltes, les troupeaux, les pêcheries et des écosystèmes entiers. Leur répétition empêche les communautés de se reproduire et de subvenir à leurs besoins. Les pays sous-développés et les moins avancés sont les plus vulnérables à la crise alimentaire qui s'annonce, alors qu'ils ne sont quasiment pas responsables des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, leurs habitants subissent gravement les conséquences des désastres causés par les pays industrialisés. Souvent, il s'agit de pays qui ont peu bénéficié du développement industriel et qui n'ont pratiquement pas contribué au processus industriel qui tue notre environnement et viole les droits. S'il ne s'agit pas d'une question de droits de l'homme, qu'est-ce que c'est que c'est? La question des combustibles fossiles revient encore et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte les dirigeants de la planète à agir urgemment et de façon concrète à l'élimination progressive de ces énergies pour préserver le monde de bien d'autres dangers. 5 ans après l'adoption de la loi interdisant l'importation et la commercialisation des pesticides non homologués comme le glyphosate au Togo, les petits paysans, surtout les producteurs de riz, continuent leur utilisation. Pourtant, l'usage abusif de ces substances chimiques représente un problème de santé publique et un souci environnemental. Plus de précisions dans le commentaire qui suit.
Les agriculteurs ne peuvent plus se passer de l'usage des pesticides chimiques en vue d'accroître leur production et d'améliorer leur rendement. Plusieurs producteurs de riz dans la localité de Covier utilisent de façon intensive des produits agrochimiques similaires dont l'engrais NPK. Ces pratiques contribuent à la contamination des eaux et cours d'eau limitrophes. Cela constitue une source de pollution des eaux de surface et un risque élevé d'empoisonnement. Selon une étude publiée en janvier par l'Institut africain pour le développement économique et social sur l'utilisation intensive des pesticides chimiques de synthèse, l'usage des pesticides chimiques est à l'origine de la pollution des eaux au Togo. L'étude soutient d'ailleurs que toutes les eaux continentales et océaniques du Togo sont sujettes à une pollution accrue avec la commercialisation non légale des engrais chimiques et l'utilisation des produits non homologués dont le glyphosate, une substance chimique assez utilisée dans l'élimination des mauvaises herbes. Malgré leur interdiction, leur commercialisation ne faiblit pas au Togo. Selon Tata Ametoe-Nyinou, directeur exécutif de l'OADEL, des tests encadrent l'utilisation des pesticides au Togo, mais malheureusement le constat est que ces tests ne sont pas respectés, ce qui fait que des pesticides non homologués se retrouvent sur les marchés du pays au vu et au su de tout le monde. Un rapport de la FAO et de l'Institut international de gestion de l'eau, publié en 2018, atteste que l'agriculture moderne est responsable du déversement de grandes quantités de produits agrochimiques dans les plans d'eau. L'Inde et les Émirats arabes unis se sont dit déterminés à assurer la réussite de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat. Les dirigeants des deux pays ont fait une déclaration commune pour parvenir à des résultats tangibles et significatifs lors de la visite du Premier ministre indien dans le riche État pétrolier du Golfe. La rencontre a eu lieu la semaine dernière à Abu Dhabi, dans la capitale émiratie. Faisons le point avec Ravitou Berikou. Assurer la réussite de la prochaine conférence internationale de l'ONU sur le climat, l'Inde et les Émirats arabes sont plus que jamais déterminés. À Abu Dhabi, les dirigeants des deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération pour parvenir à des résultats apparents et révélateurs. Dans un communiqué, ils ont déclaré que les Émirats arabes unis et l'Inde sont unis dans leur détermination à assurer la réussite de la COP28 en tant que conférence inclusive et orientée vers les actions concrètes. Le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, et le Premier ministre indien Narendra Modi ont également mis en exergue un accord capital pour aboutir à des décisions de la COP28 qui permettraient de suivre les engagements de l'accord de Paris de 2015 et limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Il faut également noter que le rythme actuel des émissions emmène la Terre vers 2,8 degrés d'ici 2100. En outre, suite aux revendications des pays pauvres et émergents, les deux hommes ont rappelé le respect des principes d'équité et de responsabilité communes, mais différenciés afin de tenir compte des circonstances de chaque pays. Le Premier ministre indien a su bien honorer sa rencontre avec le président de la COP28, même si celui-ci est critiqué par les défenseurs de l'environnement pour son soutien aux énergies fossiles et en tant que patron de la grande compagnie pétrolière des Émirats. Toutefois, les deux pays entretiennent d'importantes relations commerciales et énergétiques. La COP28 se tiendra fin novembre à Dubaï, dans la deuxième ville des Émirats, après la capitale Abu Dhabi, dans un contexte de divergence entre les pays du Nord et les pays du Sud. En Grèce, d'immenses incendies de forêt se sont déclenchés depuis lundi dans la capitale Athènes. Plusieurs maisons sont ravagées par des flammes suivies des évacuations urgentes. Des centaines de pompiers essaient tant bien que mal de maîtriser les feux, mais le danger reste très élevé. Les feux se propagent alimentés de vents très forts et violents. Un homme soupçonné d'avoir provoqué une partie de ces incendies a été mis aux arrêts. La chaleur est un risque élevé de mortalité pour la population parisienne.
Une étude publiée par la revue des Lancet Planetary Health révèle que Paris est la ville la plus mortelle d'Europe en cas de canicule. Comment la capitale française est-elle devenue une ville à risque pour ses habitants lors des épisodes de forte chaleur? Les éléments de réponse dans ce commentaire signé Vivace Amana. La capitale de la France court un grand danger. Paris serait, d'après une étude parue dans la revue des Lancet Planetary Health, la ville la plus mortelle d'Europe en cas de canicule. Cette étude n'a rien de trompeur d'après les scientifiques. Ces derniers affirment que la ville qui connaît le risque le plus élevé concernant la chaleur est Paris. Cette conclusion est tirée sur la base d'une comparaison avec des données relevées dans 30 capitales européennes et 854 villes sur les 2 dernières décennies. L'auteur de cette étude, Pierre Maslow, estime à plus de 20 000 le nombre de personnes susceptibles de mourir à cause de la chaleur en Europe. Et à Paris seulement, environ 400 morts sont malheureusement recensés en raison de fortes chaleurs. La raison pour laquelle la ville lumière voit éteindre ses habitants est qu'elle est très vulnérable du fait de sa grandeur et de l'effet d'îlot de chaleur urbain très fort. Paris fait 10 degrés de plus que les autres villes à cause du manque de végétation, la couleur du goudron et des matériaux qui sont très sombres et absorbent la chaleur, toujours selon le chercheur Pierre Maslow. Cette situation risque de s'empirer avec le réchauffement climatique sans cesse grandissant. Outre le risque élevé de mortalité lié à la chaleur, l'étude du London School of Hygiene and Tropical Medicine révèle également que le froid est un risque bien plus accru de mortalité, avec environ 6600 morts par an à Paris. La France est en retard. Elle recycle à peine 1/5 de ses déchets plastiques. Malgré des objectifs ambitieux portés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les experts pointent du doigt des filières qui tardent à se structurer. Des discussions sont en cours pour pallier cette situation. Les précisions avec Alessandra Adekampi. 22%, c'est le taux d'emballage plastique aujourd'hui recyclé en France. Un chiffre à col loin des objectifs fixés par le pays qui a conduit la Commission européenne à publier le 8 juin dernier un rapport d'alerte sur le sujet. D'après la revue Le Monde, l'Hexagone est appelé à intensifier considérablement ses efforts. Certains de ses voisins européens, à l'instar des champions autrichiens et hollandais, affichent un taux de 57%. Selon l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, malgré que la France ambitionne d'éliminer la pollution plastique d'ici 2040, pour l'instant le recyclage se heurte à des limites et des obstacles techniques, sanitaires, économiques et structurels. Pour combler ce retard, plusieurs solutions sont mises sur la table comme l'éco-conception. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire AGEC prévoit une interdiction des emballages plastiques non recyclables d'ici 2025. Les industriels seront contraints de repenser la composition de leur emballage, voire de supprimer les superflus. Un second levier réside dans la tarification incitative qui a déjà fait preuve en Belgique et en Suisse. Ce système dans lequel le consommateur paie selon la quantité de déchets jetés dans la poubelle ménagère touche moins de 6 millions de Français pour le moment. Toujours en France, des foyers de dengue ont été détectés dans certaines communes de Guyane. Les autorités alertent sur les précautions d'usage à respecter pour empêcher la prolifération des moustiques, vecteurs des maladies parfois mortelles. Malgré qu'ils soient nuisibles, les scientifiques mettent en exergue l'importance et le rôle des moustiques dans la biodiversité. Plus de précisions dans ce commentaire de Alessandra Dekampi. L'histoire du moustique est apparue il y a 245 millions d'années et est redoutée même dans les zones les plus froides. Il existe plus de 35 000 espèces de moustiques qui piquent et qui sont source d'inconfort, mais ne transmettent pas tous des maladies. Moins de 400 espèces peuvent être vecteurs d'agents pathogènes. Les moustiques les plus redoutés, responsables de la fièvre jaune, de la dengue, du paludisme et du chikungunya, sont les Aedes aegypti et Aedes obulictus et le fameux moustique tigre. Ils prolifèrent dans les milieux humides, urbains et périurbains et agissent plutôt en fin de journée. L'Agence régionale de la santé diffuse régulièrement les conseils pour éviter la prolifération des gîtes lavaires. Dérangeants et nuisibles que soient les moustiques, ils n'en demeurent pas moins nécessaires à l'équilibre de la biodiversité d'après les scientifiques. En effet, les moustiques jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire des espèces comme les oiseaux,
les batraciens et d'autres insectes. Les moustiques exercent aussi une action pollinisatrice car ils se nourrissent du nectar des plantes. Il permet alors la pollinisation du cacaoyer. Qu'il soit détestable, la présence du moustique a une utilité sur la préservation et l'évolution d'une biodiversité dont l'équilibre se fragilise avec l'accélération du changement climatique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.